C'était la chanson Quand on arrive en ville de la comédie musicale Starmania et je souhaite la bienvenue à tous nos interlocuteurs qui nous rejoignent. Nous allons enchaîner avec notre rubrique théâtre et notre chère intervenante Mélissa Fourcade. Bienvenue Mélissa, on est content de te retrouver. Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui dans la rubrique théâtre, je vous parlerai d'une pièce de théâtre qui est assez récente et qui relate les attentats du Bataclan du 13 novembre 2016, qui s'appelle Vous n'aurez pas le man et qui est une adaptation du livre éponyme de Antoine Léris. C'est donc un spectacle très fort en émotion, je suppose. C'est très fort en émotion, tragique, mais notamment avec un message d'espoir à la fin. Nous notons d'ailleurs aussi la critique de Aujourd'hui en France, qui note que c'est un message donc, qui est une lueur d'espoir, comme tu nous l'as dit, au cœur de l'horreur obscurantiste. Tout à fait. Donc d'abord c'est une mise en scène de Benjamin Guillard avec une scénographie de Jean Hasse sur une musique de Antoine Saller. On retrouve un seul personnage, bien que dans l'histoire on puisse retrouver plusieurs personnages qui sont apportés par la voix de ce personnage sur scène. On peut noter d'ailleurs que la pièce de théâtre a été primée au Molière 2018 à seule en scène. Avec l'acteur Raphaël Personnaz que nous connaissons déjà par rapport à sa filmographie au cinéma et que moi pour ma part je ne l'avais jamais vu au théâtre. Je ne sais pas si c'est votre cas. J'ai eu la même stupeur en apprenant le nom du comédien. Je le connaissais très bien au travers de sa cinématographie à la télé ou sur grand écran. Moins au théâtre, et il s'avère qu'il est tout aussi bon au théâtre et qu'il a une très forte présence, notamment par le placement. J'étais sur les parties basses de la scène, donc je suis allée le voir le 16 janvier à 20h au Théâtre National de Nice. J'étais assez loin pour avoir une vue d'ensemble sur la scène, mais aussi assez proche pour ressentir la présence de l'acteur. Je ne le dominais pas, j'étais plutôt à sa hauteur, donc. C'est une pièce de théâtre qui est déjà rodée, puisqu'elle a fait une tournée de 2017 à 2018, et dont la première a été sur la scène nationale de Toulon en 2017, avec une coproduction de 984 Productions, qui est une production parisienne. Donc nous notons qu'elle a eu plusieurs partenaires de toute la France pour réunir ce spectacle. C'est ça, c'est un partenariat complètement français avec des acteurs, des comédiens. Ici, un acteur également français, mais aussi une grande qualité en termes de savoir-faire, de mise en scène, son, lumière aussi. N'oublions pas les lumières qui sont très importantes ici. En effet. Et du coup de comédiens. Pour parler un peu de l'histoire, on est sur une adaptation de livre. Donc c'est une pièce relativement longue, bien qu'elle soit moyenne pour une pièce de théâtre. Elle dure, si je ne me trompe pas, 1h30 environ, ce qui est assez peu au final pour un livre de plusieurs centaines de pages. Mais au moins ça laisse le temps de poser le cadre, de s'attacher au personnage, je suppose. C'est ça. Je n'ai pas eu le temps de lire personnellement le livre, mais de ce qu'on m'a dit, c'est plutôt fidèle. On retrouve les principaux aspects, la même émotion. La plaquette nous dit, seul en scène, le comédien fait sien l'incontournable douleur d'un homme brisé, ses éclairs de colère, son impuissance, son chagrin, mais aussi la résilience et les joies graves d'un jeune père face à l'innocence salvatrice de son fils de 17 mois. Les notes d'un piano accompagnent ce voyage vers la lumière qui est aussi le chemin d'une victoire, celle de l'amour et de la vie, un spectacle salutaire au-delà du théâtre. D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Comment est construite la relation entre le père et son enfant alors que l'enfant n'est pas représenté sur scène ? Alors, l'enfant n'est pas représenté sur scène, mais dans la mise en scène, nous avons plusieurs éléments qui font penser à l'enfance, notamment des meubles assez bas ou des origamis qui traînent un peu au sol. On voit surtout l'enfant au travers des yeux de son père qui explique comment il avance dans la vie et quels sont les gestes qu'il fait chaque jour pour son père. Donc nous n'avons pas le point de vue de l'enfant vis-à-vis de son père, bien que l'enfant n'ait que 17 mois. Donc on ne pourrait pas vraiment avoir à cet âge-là, ça ne parle pas encore, on ne peut pas avoir vraiment un dialogue avec l'enfant. Mais nous avons le dialogue du père qui parle de son enfant
Et je pense que justement l'absence de l'enfant sur scène est bien plus forte puisqu'on a vraiment un père seul qui parle de son enfant. Vous m'avez fait part notamment d'un moment où le père parle des mamans de l'école de son fils qui l'aident et qui trouvent même ça au bout d'un moment un peu gênant car il finit par ne plus manger les tupperwares qu'on lui offre. Oui, c'est un passage très fort du livre et de la pièce, c'est-à-dire que à partir du moment où les gens ont su que sa femme était morte durant ces attentats, puisque dans la première partie de la pièce de théâtre, il nous dit, vu, vu les circonstances, il n'a pas voulu y croire, donc il n'en parle pas et donc il tait un peu cette vérité. Dans la seconde partie, il explique que justement son fils vient juste d'aller à l'école et que plusieurs mamans s'attachent à cet enfant qui n'a pas de mère et qui veulent leur apporter une figure maternelle au foyer. Prépare tout un tas de tupères puisqu'il y a une légende urbaine qui dit que les pères sont moins à même de préparer les repas des enfants. Je ne m'aventurerai pas sur ce sujet, ce n'est pas la question. Mais dans une idée de cliché comme celle-ci, les mamans préparent les tupperwares et c'est des grosses quantités pour un peu montrer, comme il dit, l'amour qu'elles mettent dans ces tupperwares. Et il en a tellement qu'il vient à un moment à mentir sur le fait si l'enfant les mange ou pas, puisqu'il ne veut pas faire de la peine à ces gens qui sont si attachants et bienveillants envers lui. Mais en même temps, il ne peut pas faire manger une quantité comme celle-ci à son enfant. Une autre question que je voulais vous poser au sujet de ce personnage, nous savons donc que le personnage est aussi la véritable personne et journaliste. Est-ce qu'il en parle dans cette pièce de son boulot de journaliste? Il en parle mais très brièvement. Il dit qu'il doit notamment aller au travail. Dans l'introduction de la pièce, ça nous est dit que cette personne est journaliste, mais on n'entend pas plus parler que ça. La pièce de théâtre est surtout basée sur cette relation père-fils et sur l'absence de la femme et de la mère dans le foyer. Donc ils ont choisi de mettre de côté son travail, alors qu'on sait que le boulot de journaliste a été très mis en avant lors de ces événements tragiques, car il a été très médiatisé. Donc. Ils ont choisi de le mettre au second plan, voire presque de le faire disparaître, puisque là, la pièce de théâtre se penche plus sur le cas. On voit un homme qui, d'une certaine façon, dépérit de plus en plus, et donc presque son travail est effacé, sa vie à lui est effacée. Il ne vit que pour son fils et dans l'ombre de sa femme morte. Donc en fait, son travail en vient à être un élément, une épingle dans une botte de foin presque. Ce n'est pas important dans sa vie, il doit le faire, c'est une action mécanique, mais il voit même pas qu'il l'a fait en fait. D'accord. Et vous avez parlé de la musique de Antoine Salaire, comment celle-ci est représentée tout au long de la pièce? Est-ce qu'elle est présente ou est-ce qu'elle est juste accompagnatrice? Non, la musique est vraiment présente dans le sens où elle est et elle incarne la femme décédée. C'est-à-dire que dans la mise en scène, nous avons un voile très léger blanc qui par la lumière en contre-jour est transparent et qui fait apparaître une femme au piano qui joue ces musiques de Antoine Salaire et qui accompagne le personnage principal comme une petite voix dans sa tête. Et elle incarne la femme et elle permet aussi de faire des transitions puisque la scène est comme un journal en fait, on voit jour après jour et on a des dates à certains moments. Elle permet de faire des transitions aussi et la musique est ici un personnage à part entière. Avant de s'attaquer à des détails plus techniques, la dernière question que j'aimerais vous poser est au sujet de, comment expliquer ça, du personnage en lui-même. Est-ce que vous vous êtes attaché à lui d'une certaine manière pendant ce spectacle, ou est-ce que vous n'avez pas pu occulter le fait que c'est un personnage? Étant plus ou moins présente et étant française au moment des véritables incidents qui s'est passé à Paris, n'étant pas à Paris à ce moment-là, on s'attache beaucoup au personnage puisque
c'est un personnage réel, c'est un livre, c'est une personne qui l'a vraiment écrit, c'est un journal. Mais le fait d'avoir ce personnage seul sur scène qui nous livre son journal pratiquement les yeux dans les yeux, on a l'impression de voir cet homme désespéré en face de nous, on a envie limite de monter sur scène et de lui faire un câlin. Ça devient vraiment un personnage incarné, ce petit enfant qui n'est pas présent devient un personnage. Cette femme morte est vraiment un fantôme qui tourne autour de la scène. Et c'est vrai qu'on s'attache beaucoup au personnage. Et donc, pour commencer les détails techniques, comme je l'ai dit, nous allons nous attaquer au titre. Vous n'aurez pas ma haine. Est-ce qu'il explique clairement dans la scène ou est-ce que c'est subjectif, c'est le spectateur qui en prend conscience? Sur ce point-là, il y a un peu des deux. Tout d'abord, la mise en scène s'attarde à projeter. Vous n'aurez pas ma haine plusieurs fois, comme il était marqué dans son journal, sur la scène avant même que le personnage rentre. Ça commence à nous faire poser des questions. Ensuite, tout au long de la pièce, il n'exprime pas vraiment vous n'aurez pas ma haine. Il essaie juste de se reconstruire, de construire une vie pour son fils. Cependant, vers la fin, il explique presque comme une lettre ouverte aux personnes qui ont fait ça, aux personnes qui ont tiré sur sa femme, que justement, ça serait trop leur donner d'importance, de leur donner de la haine, et ça serait trop gâcher d'énergie. Donc à la fin, il l'exprime, mais ça vient comme un point à la fin de toute une réflexion que le spectateur se fait durant la scène. C'est le point final de sa plume. C'est ça, c'est le point final, c'est vous n'aurez pas ma haine, je continue ma vie. Et donc, ça se finit là-dessus. Je ne veux plus penser à vous. D'où la plaquette du TNN qui vous informe que c'est une victoire de l'amour contre la haine, justement. C'est ça. Cette plaquette est un très bon résumé de toute la pièce, bien que la pièce soit complète, et je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Bien que plus mise en scène au TNN, elle est encore disponible dans d'autres villes de France, je pense. Et j'espère qu'il y aura une deuxième tournée, puisque il y a eu très peu de dates au final, seules 2 ont été faites à Nice. Quoi dire de plus? La scénographie est aussi très importante. C'est ce que j'allais dire, l'aspect technique. Venons-en au fait. Alors, vous avez déjà parlé de la scénographie par rapport aux origamis et aux meubles bas, mais est-ce que l'acteur évoluait dans ces meubles ou est-ce qu'il ne les faisait que les regarder tel un fantôme, encore une fois? La plupart du temps, les meubles sont vides. On a l'impression que c'est la place de la femme et qu'il n'a pas envie d'empiéter sur cette place-là. Bien qu'à un moment, on le voit s'asseoir un court instant, comme si ses jambes avaient un peu tremblé et pour lui redonner de la force. Les origamis sont aussi très, très chargés d'émotions, puisque il me semble, si je me souviens bien, dans la pièce, c'est sa femme qui faisait des origamis. Et donc, c'est un peu des bouts d'elle qui sont dispersés dans cette pièce fictive, puisqu'il n'y a pas vraiment de... On peut distinguer comme une maison, mais à la fois non, puisque c'est des meubles éparpillés par-ci par-là, mais on peut se douter que 2 chaises face à face, c'était sûrement une salle à manger. Le fond est un fond blanc, sur laquelle on peut projeter des choses. C'est vraiment une toile blanche sur laquelle le comédien va poser des mots. C'est vraiment seul en scène pour le coup. Là, la catégorie des Molières n'a pas usurpé ce nom. C'est vraiment ce spectacle a été fait pour cette catégorie entre guillemets. Oui, voilà, c'est vraiment seul en scène. Il y a très peu de spectacles qui ont un homme comme ça ou une femme même qui est seule et qui déclame un texte tout du long. Et avec une telle émotion aussi, puisqu'on sait que chaque ligne a été écrite par une personne réelle, et on voit à la fin de la pièce que même le comédien a les larmes aux yeux. Pouvons-nous dire d'ailleurs que donc cette épuration de la scénographie est une intention de mise en scène? Oui, c'est bien sûr une intention de mise en scène, puisque ici on exprime vraiment à la fois le vide par le blanc, les pages du carnet sur lesquelles il a écrit, mais aussi vraiment un espace qui appelle à l'ouverture, donc à la lettre ouverte. Cet espace blanc amène beaucoup de signes.
Et donc, nous avons parlé de la scénographie, mais parlons aussi de la lumière. Vous avez dit que déjà, ça a été très épuré par les projecteurs, mais est-ce qu'il y avait des altérations ou la lumière restait constante? Non, la lumière était très variable. On avait des transitions, au même titre que la musique. La lumière était souvent calée sur la musique, d'ailleurs. Euh, quand quand la musique se mettait à jouer, on avait une ambiance plus tamisée, alors que quand le personnage parlait, c'était plus lumineux, mais avec une lumière toutefois assez froide. Ça nous donnait vraiment une ambiance. Mais la lumière était assez constante et assez régulière. D'accord. Et une autre question, mais par rapport aux comédiens cette fois-ci, est-ce qu'il mettait le fameux quatrième mur lorsqu'il parlait en regardant un point fixe, ou est-ce qu'il avait son regard ancré dans beaucoup de spectateurs? Est-ce qu'il cherchait à capter le regard? Alors, le regard était très captivant. On avait l'impression qu'il parlait à chaque personne les yeux dans les yeux. Mais à la fois, quand il parlait aux spectateurs et qu'il nous fixait les yeux dans les yeux, on avait l'impression qu'à travers ses yeux, il cherchait quelque chose. On pourrait se dire qu'il cherchait sa femme. Et donc, à travers nous, il parlait à sa femme pour certains moments, il parlait à son fils pour d'autres. Et à la plupart du temps, il parlait justement au meurtrier. Et quand on est spectateur et qu'il parle à ce moment-là au meurtrier, nous, les yeux dans les yeux, on a l'impression presque que c'est nous qui avons tué sa femme. Et c'est ça qui est prenant. Ouais. D'ailleurs, on a parlé donc de votre ressenti légèrement. Est-ce que cette fois-ci, vous pourrez vous consacrer au ressenti sans parler de la pièce? Vraiment, purement et simplement, qu'est-ce que vous avez ressenti déjà pendant et même à contre-coup lorsque vous êtes rentré chez vous? Alors pendant, il y a eu pas mal d'émotions. De la tristesse, premièrement, forcément, c'est une tragédie. Un peu de nostalgie de l'enfance, un peu avec la vision de l'insouciance qu'a l'enfant. Il a 17 mois, il connaît à peine sa mère, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Ou même de la mort et de la violence, c'est des notions qui échappent à l'enfance. Il y a de la solitude aussi, on est vraiment pris par ce personnage, on sent sa solitude. Mais vers la fin de la pièce et justement à la sortie, sur les derniers mots, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai eu vraiment de l'espoir et j'avais beaucoup d'énergie à faire plein de choses à ce moment-là. On en vient presque à se dire, je suis en vie, j'ai de la chance. Et ça nous donne de l'espoir et en nous disant, il m'arrive plein de petits trucs dans ma vie qui sont pas très cool, mais au final, je m'en fiche et je peux continuer à avancer. On pourrait comparer votre ressentiment avec ce qui s'est passé le lendemain de l'attentat, d'ailleurs, où on était tous invités à sortir et à faire la fête dans les rues pour protester face à ces événements. C'est exactement ce que la pièce nous donne, en fait. C'est un thème dramatique, c'est une tragédie, mais à la fois, elle nous dit allez de l'avant et on en ressort pratiquement joyeux. Mais à la fois, au fond de cette joie, on se dit est-ce que j'ai le droit d'être joyeux parce que c'est quand même hyper triste ce que je viens de voir. Donc on est un peu contrarié entre j'ai une envie folle d'aller faire la fête et d'être joyeux, et d'un autre un petit sentiment de culpabilité de se dire est-ce que j'ai le droit d'être joyeux à ce moment-là. Est-ce que donc vous avez présenté plusieurs pièces jusqu'ici? Vous pourriez faire un rapide parallèle avec la pièce de Saleh que vous êtes allé voir également au TNN lors du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez une très bonne mémoire sur nos émissions de radio précédentes. Effectivement, ces deux pièces sont très proches dans le sens où elles mettent en scène un homme seul. Une scénographie très discrète qui met vraiment en lumière le personnage. Ce sont deux scènes faites à partir de recueils de personnes réelles. Une est plus récente que l'autre puisque Salek traitait sur des attentats, sur le génocide de Varsovie dans les ghettos. Cependant, on n'a pas du tout le même ressenti quand on va voir Salek que quand on va voir Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine nous donne justement ce sentiment de joie et de ferveur, alors que Salek, on sort, on est vraiment presque épuisé, puisqu'il y a beaucoup d'émotions et que la fin est tragique.
en soi, on finit quand même sur la mort de quelqu'un qui a vu toute sa famille dépérir et ses enfants, etc. Pourrions-nous dire que Salek nous fait perdre foi en l'humanité en quelque sorte, comparé à Vous n'aurez pas ma haine, qui nous donne de l'espoir et de vivre contre la haine? Salek nous fait pas perdre foi, mais c'est vrai que Vous n'aurez pas ma haine est beaucoup plus positif dans son message de fin. Je pense que aussi Vous n'aurez pas ma haine est plus accessible au grand public, voire aux plus jeunes. Puisque Salek, il faut quand même avoir une base historique et elle touchera plus les personnes qui ont été à cette époque-là, voire peut-être une communauté juive ou quelque chose comme ça. Mais les deux pièces restent très bien mises en scène et les comédiens sont très bien. Donc merci beaucoup Mélissa, nous avons adoré encore une fois votre critique. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine après une autre pièce. Bien sûr, comme toutes les semaines. Je crois d'ailleurs que vous allez voir une autre pièce au TNN en avril. Oui, bien sûr, ça sera avec Isabelle Adjani et elle s'appelle Opening Night. Je vous en parlerai. Nous avons très hâte. Donc, je vais vous repartir, mes chers auditeurs, pour une heure d'interview musicale. Et nous allons commencer avec Bienvenue chez nous du groupe Big Folly. Je vous adore. Encore une fois, à très bientôt. Bisous. Je t'ai déjà parlé de Bordeaux. Sur les quais, on aime appeler les jolies filles taillées comme des cannelés. J'ai vu l'étendue des vignobles à travers le hublot. Miroir, miroir d'eau, dis-moi qui est le plus beau. Je suis passé en Normandie, j'ai vu les villes et les plages. Mais pour pas te mentir, j'ai surtout vu des vaches. J'ai vu des lions et des lionnes au cœur du